Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver alors que la saison vient juste de commencer. Je suis en ligne avec Constant, comment ça va Constant ? Ça va, très heureux de vous retrouver. Là, la saison NBA a repris. On peut voir du basket. Alors, on n'en voit pas non plus énormément du côté de l'Oklahoma, mais on voit du basket ailleurs. T'es dur. Non, je plaisante. Mais là, très heureux de vous retrouver pour un podcast qui est un petit peu un podcast anniversaire, on va dire. C'est ça, parce que on ne va pas forcément parler du début de saison, on n'a encore pas assez de contenu, il y a eu que 2 matchs, on attend d'en voir un petit peu plus pour donner nos premières analyses, mais aujourd'hui on va parler d'un fait historique, d'un fait peut-être même décisif dans l'histoire du Thunder, puisqu'il y a à peu près 10 ans, à quelques jours près, c'était le trade de James Harden qui a été envoyé à Houston après une saison où OKC avait atteint les finales. Ce trade, c'est bien sûr pour plein de personnes l'un des plus gros what if de l'histoire. Qu'est-ce que OKC aurait donné avec le trio ? Voilà, donc aujourd'hui on va revenir sur ce trade, on va essayer de le recontextualiser, de donner notre avis, de voir s'il était justifié sur le moment. On va essayer de juger un petit peu le travail de Sam Presti à ce moment-là, voir peut-être aussi prospecter ce que ça aurait pu donner si James Harden était resté, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Donc voilà, c'est le sujet du jour parce que c'était, comme tu l'as dit, il y a 10 ans. Donc c'est l'occasion pour nous d'en parler, c'est quelque chose dont on veut parler depuis un petit moment. Donc on a fait nos petites recherches, on a essayé de se remettre en mode 2012, c'était un petit peu dur. Mais Constant, déjà, est-ce que tu peux un petit peu nous recontextualiser la situation en ce moment-là et peut-être nous parler du trade et en lui-même, de ce qui a été envoyé de chaque côté ? Bien sûr, déjà, déjà il faut se remettre en 2012 et je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y a quand même pas mal de personnes, je pense, qui ne regardaient pas de basket en 2012. Moi y compris, hein. J'étais pas fan de NBA en 2012 et retenez bien ça en tête que la NBA en 2012 c'était une autre époque, c'était une autre NBA. Si tu veux partir juste sur la contrepartie qui a été envoyée contre James Harden, alors le 27 octobre 2012, ça fait pas exactement 10 ans au moment où le podcast sortira, mais on sera pas loin. Le Thunder envoie James Harden, Daquan Cook, Lazar Hayward, que personne connaît, et ce bon vieux Cole Aldrich contre Jeremy Lamb, Kevin Martin, un second tour 2013 qui devient Steven Adams, un premier tour 2013 qui devient Steven Adams, un second tour 2013 qui devient Alex Abrines, et un premier tour 2014 qui devient ce bon vieux Mitch McGary et ses mains de bowling. Donc voilà pour le deal, ça c'est ce qui a été envoyé. Si tu veux remettre un tout petit peu de contexte avant d'entrer un peu plus en profondeur, on est quelques jours avant le début de la saison régulière, le training camp est déjà passé, je crois que même la pré-saison est déjà passée. Ou peut-être pas, parce que si, c'est déjà passé. On sort d'une saison de lockout. Le Thunder a atteint les finales NBA grâce à son trio Russ, Harden, KD. Et il arrive ce moment où il faut prolonger ses rookies, ce terrible moment où il faut prolonger les rookies, que Golden State notamment sait mieux jouer que nous, visiblement. Voilà, ça capote pour différentes raisons, mais retenez que James Harden a un peu poussé sa sortie du côté d'OKC, globalement. A pas été très... a été un peu contraignant, on va dire, pour signer. Disons qu'il a été... En fait, on arrive déjà dans le nœud du problème, c'est qu'il a été un peu contraint de signer enfin, lui s'est senti s'est senti pressé par Sam Presti pour signer son extension, et du coup, lui a fait non, donc du coup, vous me bougez et vous débrouillez. On va y revenir après sur ça. Pour remettre en contexte, tu l'as bien dit, OKC était en finale l'année d'avant, avec ce trio-là, avec un James Harden qui vient d'être élu 6e homme de l'année, qui a mis 40 points en finale de conf contre les Spurs. Oui, gros Game 5, c'est lui qui nous fait gagner le Game 5. Gros Game 5, mais qui sort quand même de finale un petit peu décevante. Globalement, d'ailleurs, les finales ont été un peu décevantes pour OKC, à part peut-être un Russ qui a fait un énorme Game 2, 3. C'est 4 même. 4. Il y a KD quand même KD qui est bon, KD, il a plus de 33 points. Qui a pas été, on attendait des énormes perfs qu'on n'a peut-être pas vu, mais voilà, on peut sortir un petit peu frustré de ces finales, mais en même temps, on a des grands espoirs de poursuite du projet, et tout le monde se dit dans la ligue qu'il va falloir compter avec OKC et ce noyau pendant pas mal de temps. On y reviendra, mais Presti a déjà pris plusieurs décisions avec le roster, tu l'as dit, en termes de prolongation de rookie.
Durant est déjà prolongé depuis 1 ou 2 ans. Russ et Ibaka ont déjà eu leur prolongation l'année d'avant. Et non. On parlera de... Ibaka ne l'a pas. Ibaka, il l'a à ce moment-là. Ibaka, il l'a en août 2012. Mais il l'a avant Harden. Oui, mais au moment des finales, il n'est pas prolongé. Ah oui, non, oui, bien ça, sûr. déjà, oui, pour moi, c'est une des premières. Il l'a avant James Harden, et justement, c'est ce qu'on va discuter. Ouais. C'est que un choix a été fait à ce moment-là, et on discutera de ce choix-là. Et il reste le cas de James Harden, justement, qui est très compliqué. On va y revenir en termes salarial, en termes de rôle, en termes de plein de choses. Voilà, on va rentrer dans le cœur du problème. Constant, pourquoi ce trade a eu lieu précisément à ce moment-là? Et quelle cause, toi, tu as pu identifier maintenant, 10 ans plus tard? Bah, les sous, globalement, c'est les sous-sous. C'est aussi la philosophie de la NBA en 2012. C'est aussi le fait que le Thunder était une jeune franchise. Enfin, il y a plein de facteurs. Pour moi, le premier facteur, là, quand je regarde de but en blanc les trucs, c'est pourquoi t'as prolongé Serge Ibaka avant James Harden? C'est la première interrogation que je me pose. C'est que, tu vois, là, je te le disais parce que je me faisais la réflexion. Serge Ibaka, il signe son extension le 18 août. Et c'est une extension, c'est 49 millions sur 4, enfin 49,4 millions de dollars sur 4 ans. C'est un gros montant pour le salary cap NBA. Hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, la luxury tax en 2011, 2012 ou 2012, 2013, elle est à 70 millions de dollars. Donc voilà, c'est aujourd'hui, juste pour vous dire, elle est à 150 la luxury tax, donc elle a quasiment doublé, enfin elle a même plus que doublé. Autre époque. Et vous allez voir que d'ici 2-3 ans, avec le nouveau salary cap et le nouveau contrat télé, vous allez peut-être vous retrouver avec une luxury tax à 180-190 millions de dollars. Enfin, ça va être n'importe quoi. Ouais, pour moi, le premier truc, c'est Serge Ibaka. C'est pourquoi tu prolonges Serge Ibaka avant de prolonger James Harden. Là, tu peux dire qu'il y a un choix qui a été fait de la part du management d'OKC. C'est on verrouille Serge Ibaka, on verrouille le profil de Serge Ibaka, qui a quand même fait une très grosse saison hein, en 2011-2012. Je crois que c'est la saison où il fait un triple-double avec les contres. Il est important en finale de conférence à sa team Duncan. Il fait pas des grandes finales, loin de là, parce que globalement, hormis Russ et KD, il y a un peu personne sur ces finales 2012 côté OKC. C'est peut-être un peu ça le problème, notamment pour James Harden. Il y a le gros perk. Il y a le gros perk, pour moi c'est l'une des principales raisons, parce que quand t'as le gros perk qui te bouffe quasi 8 millions de salary cap, enfin quasi 8 millions de cap, c'est problématique. Il y a cette histoire ouais de voir la NBA comme elle était en 2012, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément dans une ligne complètement dominée par les arrières. Il y a encore Tim Duncan, Dirk Nowitzki a été élu MVP des finales l'année précédente. C'est vraiment, voilà, tu jouais pas à small ball, il y avait très peu d'équipes qui jouaient small ball. Il y avait Dwight Howard qui était encore l'un des meilleurs joueurs du monde, donc il fallait un espèce de baobab sous le cercle, un peu athlétique, parce que c'était comme ça que le jeu se jouait. Et du coup, au lieu de partir soit sur Kendrick Perkins, soit sur Serge Ibaka, Sam Presti s'est dit je vais garder le gros perk et en même temps je vais sécuriser Serge Ibaka. Sauf que le problème, c'est qu'au moment de prolonger James Harden, de 1, ça a traîné en longueur sur la durée, et de 2, au moment de faire la première offre, Sam Presti a fait une offre qui était quand même correcte, faut pas déconner, sachant que l'offre max pour James Harden c'était 60 millions. Je crois que la première offre de Presti, elle est à 52, 53. Pour quelqu'un qui sortait du banc, c'était quand même une très grosse offre, mais ça n'a pas plu à James Harden. Ouais, moi la première raison de ce trade, pour moi c'est le désaccord qu'il y a eu entre Presti, Harden et ses représentants. C'est que tu l'as très bien dit, Harden voulait le max que OKC pouvait lui proposer, donc c'est 60 millions. De ce que j'ai lu, première offre de Presti à 52, deuxième offre à 54, donc quand même pas beaucoup de différence, mais t'es pas loin des 60, et ça ne suffit pas. D'ailleurs ensuite Harden, une fois qu'il sera transféré à Houston, il va signer pour 80. Donc ouais, il y avait une question argent, et James Harden n'a pas voulu faire les sacrifices à ce moment-là, puisque il le dira ensuite dans la suite de sa carrière. Pour lui, il faisait déjà pas mal de sacrifices en démarrant du banc. Donc je pense qu'il y avait une partie de ça où il voulait pas faire encore plus de sacrifices. Maintenant, pourquoi le Thunder a été assez frileux? Eh ben, tu l'as bien dit, parce que tu avais déjà verrouillé Russ et KD, bon, en très grande logique, tu les avais verrouillés sur plusieurs années.
et se poser la question de Serge Ibaka, et comme tu l'as bien décrit, t'es dans une NBA différente à ce moment-là, t'as un jeune joueur quand même qui peut s'avérer dominant dans la raquette et surtout qui peut être ton angle défensive certaine, et il l'a été pendant plusieurs années ensuite. Hein. Attention, on ne tire pas sur Ibaka en disant ça, loin de là. Il a été très utile à OKC pendant de nombreuses années, c'est le meilleur contreur de l'histoire de la franchise, il a été vraiment intéressant. Mais ouais, tu paries sur Serge pour aussi, je pense, une question de complémentarité, une question de, comme tu l'as bien dit, on n'était pas dans une dimension où que les arrières dominaient, t'avais besoin d'un grand, t'avais besoin encore d'impact dans la raquette, c'était un jeu différent où jusqu'en 2016 on a vu du tall ball utilisé par OKC avec Ibaka et un autre grand, Adams et Kanter, enfin voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Donc je pense que ce choix-là a été fait dans cette voie-là aussi. Est-ce qu'il est bon ? Sur le moment, c'est ce que j'ai relu de Zach Lowe à l'époque, où il disait que je pense que la plupart des gens étaient dubitatifs, mais avaient confiance en Presti, et que la plupart disaient que c'était justifiable ce qui avait été fait, de par notamment cette notion de complémentarité avec les trois. Ça, je pense que ça va être un peu un truc qu'on va revenir pas mal, mais comment petit à petit t'allais partager la balle, sachant que déjà Russ et KD c'était chacun leur tour. Si tu devais ajouter un James Harden qui prend plus en plus d'ampleur dans le roster, comment ça aurait fonctionné? Est-ce que du coup tu devais te dépeupler entièrement la raquette? Parce que l'une des solutions pour re-signer Harden un peu plus cher, ça aurait pu être de trader Perkins, comme tu l'as bien dit, hein, ce que pour le coup on aurait dû faire. Ça pour le coup je suis assez d'accord. Mais est-ce que tu te dépeuples complètement et tu mises tout sur la ligne arrière, sachant que défensivement, alors t'as été bon, mais je suis pas sûr que t'aies d'énormes sécurités avec Russ, Harden et KD, tu vois, est-ce que à Il y ce avait moment-là Tabo à t'es l'époque déjà... aussi. T'avais Tabo qui jouait pour ce rôle-là, justement, voilà, Ouais. et voilà comment ils avaient partagé la balle. Ensuite, on y reviendra plus sur la partie quand on discutera du what if, mais je suis pas sûr que les trois seraient devenus ce qu'ils ont été à OKC s'ils avaient les trois joué ensemble. Je pense notamment pour Harden, lui aussi il a dit en interview que son transfert lui a permis de prendre une ampleur complètement autre que ce qu'il aurait pu prendre au OKC, puisqu'il a eu la balle beaucoup plus. Donc moi, ouais, la raison numéro 1, c'est qu'OKC a été frileux au moment d'aligner les sous, et c'est dû à cette envie d'avoir un grand et pas de faire jouer les trois en même temps, et c'est dû aussi un petit peu, comme tu l'as dit, à des notions de cap, parce que si Harden était re-signé, t'allais sûrement payer la taxe plusieurs années d'affilée, t'avais un salary cap qui a augmenté plus tard, mais qu'au début tu pensais pas qu'il allait augmenter autant à ce moment-là, il y a une mauvaise anticipation un petit peu de Presti et de Bennett, et il y avait en discussion l'apparition, enfin l'évolution de la repeated luxury tax, où les franchises allaient payer de plus en plus cher à chaque fois qu'elles étaient dans la luxury tax, et on a eu peur parce que pas l'argent, est-ce qu'on tentait déjà là-dessus, est-ce que ça suffisait avec KDRS, donc on a eu peur là-dessus. Donc ça fait quand même beaucoup de facteurs qui font que la négociation a été très compliquée, je pense. Ouais, déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, petite trivia, bon, je te l'ai fait hier soir, une petite trivia pour les gens qui nous écoutent. Savez-vous quel est l'agent de James Harden au moment de ce trade? Les escrocs se retrouvent toujours. Ouais, On va le dire comme ça. c'est ce bon vieux Rob Pelinka qui est actuellement GM, adoré par les fans des Lakers pour ses signatures en off-season et leur manque de shooting. Deux choses, enfin il y a plein de choses là sur lesquelles on peut rebondir sur ce que tu as dit. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en 2012 les Warriors c'est personne. En 2012 je pense que Steph doit se blesser, il doit être blessé à la cheville cette année-là, et c'est la saison d'après 2012-2013 où ils vont en playoff pour la première fois, où ils font un upset des Nuggets au premier tour et où ils jouent les Spurs en demi-finale de conf. Donc les Warriors c'est personne, hein. Le small ball ça existe pas, hein, globalement en 2012, hein. Le seul small ball entre guillemets que tu peux avoir c'est le Heat qui fait jouer Chris Bosh au poste 5, où c'est pas vraiment du small ball mais c'est un spacing de malade. Et ensuite il y a deux trucs, c'est que on parlait du salary cap. Le salary cap en 2012 ça faisait 10 ans quasiment qu'il avait pas bougé. Enfin, vous allez consulter les historiques de Luxury Tax, ça fait quasiment 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, la Luxury Tax c'est quasi tout le temps au même montant. Et en fait, c'est pas du tout un montant qui fait un plus 10 ou un plus 5 comme ça peut être le cas chaque année, quoi. Et il y a un truc, c'est que cette année, il y a 16 équipes qui sont au-dessus de la Luxury Tax. Là, en 2012, il y en avait 6
qui payait la luxury tax. Donc déjà, il y a un changement complet. C'est que à l'époque, la luxury tax, c'était quelque chose, quoi. C'était important, ça coûtait cher. On n'est pas dans cette optique 2022 où les Warriors vont se retrouver avec un montant de luxury tax à payer absolument dément. Non, à l'époque, payer la luxury tax, c'était contraignant parce qu'on savait pas que le cap allait exploser et parce que voilà, c'était un luxe qui était réservé à des très grosses équipes. Pour regarder les équipes qui ont les plus hauts salaires en 2012-2013, c'est les Lakers, c'est les Bulls, c'est le Heat, c'est New York, c'est Boston et Brooklyn. Quasiment que des marchés, que des très très gros marchés. Donc OKC n'était pas dans ce raisonnement-là aussi. Il y a le côté jeune franchise qui pour moi a dû un peu influencer. Il y a le côté un peu rance de Clay Bennett qui a dû jouer aussi. Mais là où tu peux te prendre la tête à deux mains, c'est te dire que le Thunder a été globalement assez radin pour payer la luxury tax à ce moment-là, alors que les années d'après, on s'est retrouvé à payer de la repeater tax à l'infini, quoi. Et c'est ça qui est bête, c'est de te dire, tu n'as pas prolongé Harden parce que tu voulais pas entrer dans la luxury tax, et au final, au fil des années, t'es peut-être pas loin. Je pense que Cleveland doit être là-dedans, Golden State aussi, mais t'es devenu l'une des équipes sur cette période 2013-2019. T'as été l'une des équipes qui a payé le plus de luxury tax. Ouais, je pense qu'il y a une partie aussi que t'es une jeune franchise qui vient d'arriver à OKC et tu sais pas encore. Enfin, les premières saisons sont très encourageantes, mais est-ce que ça va être super viable sur le long terme, l'influence, comment tu t'inscris à Oklahoma? Est-ce que dès le début, tu vois, tu vas cramer de l'argent en pleine balle dans cette franchise-là où bah ouais, tu viens d'arriver, il faut quand même attendre de voir comment ça prend, bien que ça avait pris directement, hein, mais tu vois, il y a peut-être aussi de ça un petit peu, comme tu l'as dit, c'est le facteur environnemental, si je peux dire, autour d'OKC a pas aidé là-dedans, et bien sûr le facteur historique et que c'était une autre époque de la NBA, il faut qu'on s'en rende compte que bah, à ce moment-là, si tu te mets dans la taxe, ouais, t'es parmi les exceptions de la ligue et tu passes un cap, tu vas dans un terrain dangereux à ce moment-là parce que y a pas grand monde qui y va et tu sais pas comment ça va évoluer ensuite la NBA. Alors s'ils avaient prévu l'évolution énorme du salary cap, voilà, etc., je pense qu'ils y seraient allés. Mais là, ça paraissait compliqué. Juste pour petite déclat de Presti, qui lui a fait du Presti ensuite, il a dit qu'il avait fait des efforts pour essayer de trouver une solution, régler la situation, mais que les choses ne s'aplanissaient pas, pardon, et qu'après il était temps de faire avec ce qu'il avait en main, donc de chercher un trade. Donc bon, il avait fait son rôle de GM, je pense il y avait aussi une influence pour le coup de Clay Bennett assez importante là-dedans, parce que c'est lui qui allait aligner les sous, bien entendu. Peut-être que la chose dont on n'a pas parlé, peut-être le dernier point sur le pourquoi, est-ce que pour toi il y avait aussi un facteur comportemental? Je pense qu'on reviendra un petit peu sur le fit plus tard dans le what if, mais sur le facteur comportemental, je sais qu'on a discuté tous les deux, je te demandais si tu te souvenais pas que quelqu'un avait déclaré qu'Harden pendant les finales avait fait un peu des sorties nocturnes, et je crois que c'est le gros Perk, comme tu l'as dit, qui avait sorti ça, donc bon, à voir. T'as quand même un Nick Collison qui a dit qu'il avait appris le trade un soir où il allait justement chez James Harden, qu'ils en avaient discuté ensuite, mais qu'il était assez choqué et tout, donc j'ai quand même tendance à dire que James Harden était aimé de ses coéquipiers à ce moment-là en tout cas, et que il n'y avait pas forcément de signes alarmants de l'enlever de cet effectif-là, pardon, et que ça allait peut-être péter dans les futures années. Bah, je sais pas, parce que ce soit avec KD ou avec Ross, il a quand même toujours entretenu une très bonne relation, hein. J'ai même Ouais. l'impression que c'était lui qui faisait un peu le conciliateur, le conseiller marital entre Ross et KD, hein, Il a franchement. rejoué avec les deux, hein, Oui, donc déjà, c'est vrai qu'il a oublie. rejoint avec les deux. Au final, et d'ailleurs, ça peut être aussi pour le what if, hein, parce que j'ai vu des gens dire plus tard, a posteriori, oui, il fallait trader Westbrook et tout. On a bien vu que quand quand Harden et KD jouaient ensemble, c'était pas non plus la folie. Mais voilà, moi j'avais l'impression, ouais, que niveau comportement, limite, c'était le chaînon manquant entre Russ et KD. Parce que je pense que voilà, Russ et Harden ont passé quasi tout un All-Star Weekend ensemble, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est 2014 ou 2015. Harden et KD s'entendent très bien, donc voilà. Plus, je pense que Harden est plus apprécié des deux que les deux, Deux Russ et entre eux. KD, ne s'apprécient entre eux. Euh, D'ailleurs, pour ajouter à ça, Harden apparemment au moment du trade était déclaré qu'il était en pleurs parce qu'il connaissait Russ depuis très longtemps, qu'il sortait très souvent avec KD les soirs, etc., qu'ils avaient vraiment un bon groupe.
qui sentait qu'il y avait un puzzle qui se mettait en place et que là tout a été un petit peu brisé à cause de ça. Après, bien entendu, il a quand même dit que c'était une bonne chose pour lui parce qu'il a pu exprimer son plein potentiel ailleurs. Donc peut-être qu'à un moment, il aurait été mécontent aussi de son rôle, effectivement, de sortie de banc. C'est normal, c'est normal. Après, Ouais, pour revenir sur le comportement, non, bah, il y a le gros peur qui a ouvert sa bouche il y a 1 ou 2 ans, mais, comme d'hab. non, mais c'est le gros peur, quoi. Enfin, si on écoute tout ce qu'il dit. Mais bon, après, il dit que James Harden est allé dans un club de striptease à Miami. Bon, quand on connaît l'amour de James Harden pour les clubs de striptease, surtout du côté de Miami, c'est ce que dit le gros peur qui dit à San Antonio, il y avait rien, donc du coup, il était concentré à Miami, il est sorti. Euh, bon, c'est C'est crédible. pas surprenant, c'est pas le truc le plus scandaleux qu'on a entendu, Non, quoi. James Harden qui va dans un club de striptease, c'est pas le truc le plus surprenant de la planète. Mais après, il y a d'autres raisons. Tu vois, tu parlais de Sam Presti qui a fait du Sam Presti en disant qu'il a fait des efforts. Eh, la première offre, elle est largement correcte. Je suis pas allé vérifier, mais je pense qu'à l'époque, ça devait être le plus gros contrat pour un rookie qui a joué aussi peu de matchs en étant starter. Très probablement, hein, c'est très probablement. Mais Harden le dit en interview, il s'est senti offensé en fait par la première offre de Presti. Et à partir de ce moment-là, la relation était cassée, du coup tu pouvais pas la réparer quoi. Moi je pense que t'aurais proposé les 60 patates à Harden, il les aurait pris. Ah mais ça c'est sûr. Je pense qu'honnêtement il est sûr. Et est-ce que tu penses que si Presti avait proposé 52 au début, Harden offensé, est-ce que si tu proposes 60 derrière, il reste quand même? C'est peut-être plus ça la question, parce que 60 dès le début, il prend, je pense. Oui bien sûr, mais sachant que selon le Vosges, il y avait une dernière offre à 58. Mais c'est juste que c'était déjà cassé, quoi, et que Harden voulait partir, Ouais, quoi. Mais ouais. en fait, pour moi, il y a une question de montant et surtout il y a une question de timing. Je pense que le timing, c'est en partie ce qui a joué parce que Harden, encore une fois, le dit. On lui a fait, tiens, voici l'offre, vas-y, signe tout de suite. Ou je sais plus, Presti lui a dit, t'as 2 jours pour réfléchir. C'est Harden, il s'est dit non, moi je me sens pressé, etc. J'ai pas envie de ça. Donc si ça avait été fait en août comme ça a été fait pour Ibaka, je pense que tu aurais pu laisser un peu plus de temps à Harden pour réfléchir, etc., etc., que là, il s'est retrouvé pressé par le temps, avec une offre salariale qui certainement ne lui convenait pas. De l'autre côté, je suis sûr que Rob Pelinka, bon, il fait son rôle d'agent, hein, c'est normal, mais que Rob Pelinka a dû lui dire, t'as moyen d'avoir mieux ailleurs, t'as moyen d'avoir plus la balle ailleurs, et voilà, et T'as du moyen coup, de devenir un franchise player dans une équipe qui veut se reconstruire facilement, quoi. Ouais. ce qu'il est devenu, Bah hein. oui. Mais même plus dans une franchise qui se reconstruit. Mais ouais, pour moi, il y a le timing et pour aller plus loin, un peu plus sur le comportement, non, je pense pas qu'il y avait un problème de comportement. Ces finales 2012 sont dégueulasses. Ça, je pense effectivement que si Harden avait fait des grandes finales, il y aurait peut-être eu moins d'indécision entre guillemets sur le fait de lui mettre le contrat max. Parce qu'il faut quand même se dire que là, comme tu l'as bien dit, pour un joueur de banc, le contrat est assez énorme, mais tu paries vraiment sur son potentiel. Où tout le monde sait qu'Harden, c'est lui le vrai starter, entre guillemets, par rapport à Tabo, bon, qui est important défensivement, mais tu sais très bien qu'Harden a un niveau largement supérieur. Voilà, tu pars vraiment sur ce potentiel-là et ce potentiel offensif. Et du coup, tu dois le payer, ça se paye. Ça, je pense qu'actuellement, il prendrait un énorme chèque. Un joueur comme ça prendra un très gros chèque. Mais à l'époque, c'était un petit peu moins le cas. C'était un petit peu moins le cas. Et on fait une bonne transition. Est-ce que du coup, la question qu'on va se poser, est-ce que sur le moment, en définitive, avec ce qu'on a dit, c'était un bon choix? On peut peut-être revenir déjà un petit peu plus sur les contreparties, parce que c'est quand même important dans un trade aussi, parce que t'aurais eu une offre monstrueuse, tu l'envoyais sans aucune question. Là, les contreparties posent question, sans être scandaleuses, posent un petit peu question. Je redis encore une fois que certains GM étaient quand même plutôt convaincus ou plutôt d'accord, mais sans être complètement séduits par ce qui avait été fait. Ouais. Est-ce que pour toi, là, a posteriori, ça aurait dû être fait autrement? Peut-être avant, ça tu l'as dit, mais est-ce que c'est un bon choix sur le moment, du coup, de le trader? Ah bah, l'avis global est, pour avoir relu quelques reports, notamment un article du Figaro, incroyable. Moi qui lis le Figaro, si c'est pas banal, mais le Figaro écrivait des articles basket assez détaillés en 2012 sur le trade de James Harden, notamment bah, justement, ça fait en lien avec ta question, mais dans l'article ils disent, bon, c'est un peu un coup de moins bien pour OKC, et du coup, certains favoris comme le Heat et les Lakers se frottent les mains, hein. Les Lakers 2012-2013, c'est l'année avec Dwight Howard, Pau Gasol et Steve Nash
où t'as La fameuse. Mike Brown qui est viré au bout de 6 matchs, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est pas Et Mike Brown. la fausse signature de Chris Paul à ce moment-là, non? C'est avant ça, c'est avant. C'est au C'est moment avant, du... je crois que c'est cette année-là aussi. C'est au moment du lockout, le trade de Chris Paul, avorté par David Stern, hein, ce bon vieux filou. Non, mais la contrepartie est pas dégueu. Déjà, il faut dire qu'au-delà du trade d'Harden, c'est un trade qui restera jamais dans l'histoire de l'NBA pour d'autres raisons. Parce que je pense que du côté de Houston, ils avaient un peu flairé l'affaire, et que quelques semaines avant, ils avaient bougé Kyle Lowry à Toronto. Du coup, c'est aussi un grand trade pour les Raptors, parce que du coup, ça leur amène en tout cas le joueur, je pense, avec Vince Carter, le joueur le plus iconique de leur franchise, et qui finira par être bagué avec eux quelques années plus tard. La contrepartie, après, déjà, vu que tu t'es retrouvé pressé par le temps parce que tu étais à quelques jours du début de la saison régulière, tu aurais peut-être pu tirer quelque chose de meilleur si tu avais eu un peu plus de temps. Mais là, la situation déjà devenait compliquée à gérer. Donc du coup, tu te retrouves avec un trade qui est pas catastrophique, mais qui est pas non plus exceptionnel. Mais je pense que voilà, encore une fois, question de timing. Si Harden avait voulu partir en août, tu aurais peut-être eu le temps de bricoler un trade qui aurait été meilleur que ça. Malgré tout, quand tu lis les reports, notamment du Vosges, le trade, ils disent bon, ouais, ok, il perd un gros truc, mais il récupère quand même des éléments essentiels. Et tu regardes globalement, tu regardes ce qui a été récupéré, c'est globalement vrai. Kevin Martin, qui quand même, il faut le dire, avait fait des énormes saisons du côté de Sacramento. Il y a des saisons où il est à plus de 25 points, enfin à quasiment 25 points, avec des pourcentages où il a plus de 40% à 3 points. Tu regardes Kevin Martin, quand il arrive à OKC, il fait une grosse saison, hein, ça on en a déjà parlé quand on a fait l'épisode sur la dynastie manquée, mais il fait une grosse saison à OKC, il supplée entre guillemets Harden, il fait une saison, il est à 14 points, à plus de 42% à 3 points, 2 passes, etc. etc. Dans un rôle parfait à côté de Russ et KD, pour le coup, t'as moins de se débat de la balle et tout, lui il a moins besoin... Il y a moins d'attention à avoir sur lui, quoi. Bien sûr, c'est juste que le problème, c'est qu'il est resté une saison et après il s'est barré du côté de Minnesota. Et la perte de Kevin Martin, que ce soit en termes de rôle ou en termes de shooting, tu l'as jamais retrouvé sur Russ et KD. C'est l'un des problèmes. Après, tu récupères Jeremy Lamb, qui était un rookie drafté au premier tour cette année-là par les Rockets, qui avait fait une grosse Summer League. Il avait mis plus de 20 points de moyenne en Summer League. Tu te dis, ouais, c'est un joueur que tu peux développer, poste 2-3, c'est un pick 12 quand même, pick 12 c'est pas rien, c'est un pick de loterie. Tu te dis, voilà, il y a moyen de se développer. Après, Jeremy Lamb, voilà, ok, ici, il est jamais devenu même Jeremy Lamb en soi, il est jamais devenu Jeremy Lamb. Mais à OKC, c'était pas non plus la folichon, il a très peu vu le parquet. Tu regardes les pics, même au niveau des pics, tu te dis, bon, à l'époque, je crois que c'est le pick des Raptors, du coup, que tu récupères pour sélectionner Steven Adams, parce que ça doit être celui que Houston récupère dans le trade de Kyle Lowry. Tu te dis, les Raptors, à l'époque, ils étaient pas sensationnels, ils avaient perdu Chris Bosh 2 ans avant. Limite, t'étais déçu, je pense, enfin, les reports, tu faisais une espèce de mock draft, là, comme tout le monde fait en début de saison. Je suis même pas sûr que les Raptors soient prévus d'être 12e pick, je pense qu'ils auraient été prévus d'être plus haut. Mais tu récupères Steven Adams, qui est un joueur impactant quand même de ta franchise, hein, faut pas déconner. Mais tu récupères Alex Abrines, après c'est autre chose. Mais sur l'instant, ouais, Jeremy Lamb et Kenyon Martin, et Kevin Martin, Kenyon Martin, c'est un autre Martin. Tu te dis, ouais, bon, c'est ok, quoi. De tout ce que les gens disent, c'est ok, quoi. Ça te fait un petit pas de côté, mais c'est pas non plus. Les gens sont pas comme aujourd'hui en disant, waouh, le vol de Houston, quoi. Non, sur le moment, t'es ok. Hein. Kevin Martin fait une saison un peu moins bien, je crois, l'année d'avant son trade, mais fait bien son taf après au OKC. Hein. On le redit encore une fois, l'année 2012-2013, en vrai, c'est la plus dominante. OKC aurait pu faire de grandes choses. Encore une fois, là, je pense qu'il y avait beaucoup d'espoir. Je pense qu'on était plutôt convaincus et ça a jamais, comme tu l'as dit, joueur qui est resté théorique en fait, qui a jamais réussi à complètement percer. Il y a eu quelques passages à Charlotte, non, où il était un peu meilleur, mais ça a jamais été exceptionnel. Ouais, je crois qu'il fait une grosse saison quand il va en playoff. Il met un game winner du milieu de terrain face à Toronto. Ça, je me souviens. C'est pour ça qu'on retiendra Jeremy Lamb, je pense. Ouais. Adams reste un bon choix en 12 au final.
vu il s'est très vite imposé dans le roster d'OKC, hein, parce que Adams, en fait, il est pas si vieux que ça. Il fait très vieux, mais à ce moment-là, il est super jeune quand il commence de jouer des gros matchs de playoff avec OKC. Il a 29 ans, hein, Steven Adams, aujourd'hui. Ouais. T'as l'impression que le mec, il en a 35, quoi, mais... Je sais pas combien de temps il va jouer, mais ouais, t'as l'impression qu'il est immensément vieux, mais non, pas du tout. Après, Abrines prend un second tour intéressant. Il y a eu des problématiques autres. Ensuite, c'était il y a pas si longtemps que ça, au final, avec Abrines, le temps qu'il vienne en NBA, etc. Mais pas scandaleux pour un second tour. Non, le trade est ok en soi sur les contreparties. Effectivement, avec plus de temps, t'aurais pu avoir plus de choses. Aussi, on n'était pas dans une... Encore une fois, on remet en contexte à cette époque-là, hein, on n'était pas encore dans une ligue où les tours de draft s'envoyaient à tir-larigot pour n'importe quel joueur intéressant. Ah, c'est sûr. Les trades étaient un peu moins conséquents en termes de contrepartie, il y avait moins de choses. Voilà, effectivement, peut-être que ce trade aurait lieu maintenant, OKC récupérer encore plus de pics ou d'autres choses, c'est probable, mais à l'époque c'était assez intéressant. Pourquoi moi, il y a un truc qui a été mis en valeur dans un autre article que j'ai lu, c'est Houston a fait ce trade là, parce qu'en fait quand tu regardes aussi les stats avancées un petit peu d'Harden, que ce soit le true shooting, bon toujours James Harden, que ce soit le box plus minus, les trucs, voilà, c'est un des joueurs les plus impactants de la ligue alors qu'il joue peu, et en fait quand tu regardes aussi quand il joue soit sans Russ, soit sans KD, soit tout seul, les stats sont folles. Daryl Morey, quoi. Ouais. Les stats sont folles. Tu te dis, lui, si je lui donne la balle et que c'est lui ma star et que il est tout seul et qu'il n'y a personne autour pour le brider, il va faire des stats monstrueuses. Bon, c'est ce qui est arrivé, hein, concrètement. Mais t'avais potentiellement des prémices de ça. Alors à OKC, il aurait jamais eu trop ce rôle-là. Donc il aurait jamais pu se développer comme il l'a fait à Houston, il aurait jamais eu d'héliocentrisme James Harden, il aurait jamais eu tout ça, mais Houston a vu ce potentiel là en lui et a envoyé ce qu'il fallait pour le récupérer, c'est aussi ça qu'on peut dire. Je t'avoue que ce trade là est ok, le timing comme tu as dit de la prolongation c'est ce qui aurait pu être mieux fait, peut-être aligner l'argent encore une fois, mais ça on en a discuté en profondeur, mais sur le trade en lui-même, bon, tu essaies de retomber sur tes pieds en récupérant un joueur utile, très utile même j'ai envie de dire avec Martin, un prospect avec Lamb et des tours de draft, bon voilà, et tu lâches, avec Harden les joueurs qu'on lâche c'est des joueurs, des One Cook a joué un tout petit peu sur la saison d'avant mais c'est des rôles mineurs et les autres qui jouent pas quoi. Non mais déjà pour revenir sur ce que tu dis sur le fait que les pics de draft à l'époque ça s'est changé pas tant que ça, j'étais en train de checker le trade de Melo Onyx qui a lieu 1 an et demi avant, c'est un bordel, enfin je vous laisse aller checker, j'en ai déjà parlé, il y a plein de joueurs, mais en gros Denver pour Melo récupère 2 firsts, ce qu'a récupéré OKC de Houston, et pour Carmelo Anthony, et pas pour le Carmelo Anthony qu'on fait venir en 2018, hein. Carmelo Anthony en 2011, c'était un des meilleurs joueurs du monde, hein, globalement. Donc bon, c'est un des meilleurs attaquants du monde. Ouais, un des meilleurs bon, il défendait pas, mais ça c'était Carmelo Anthony. Mais ouais, donc c'était les pics de draft à l'époque, ça valait quelque chose, quoi, ça avait de la valeur. Et là encore une fois, c'est crédit complet à Daryl Morey pour avoir eu l'idée de peut-être pas l'idée, mais en tout cas sa première réussite, ça a été de récupérer James Harden, et ça pour le coup on peut pas lui enlever. Daryl Morey, malgré le fait, malgré tous ses ratés, tu peux pas lui reprocher de pas avoir une vision et de pas y aller jusqu'au bout. Après il garde d'autres Rivers en cause, mais ça c'est autre chose. Mais ça a vrai beaucoup. Après la contrepartie, ouais, si t'es OKC, franchement tu regardes l'effectif de Houston à l'époque, si t'es dans une optique de on joue le titre, tu pouvais rien récupérer de mieux. Honnêtement, hein. Kevin Martin, c'est le meilleur joueur de Houston à cette époque-là. Pour OKC, c'est sûr. Ah ouais, t'as pas... Je vois pas ce que tu peux avoir d'autre, effectivement. Alors, j'ai plus tout l'effectif de Houston en tête, mais c'est une équipe qui est en difficulté, qui est pas exceptionnelle à ce moment-là. T'as Marcus Morris qui est rookie. Si, Marcus Morris qui est rookie. Il y a Patrick Patterson qu'on a fait venir. On aurait peut-être préféré avoir Marcus Morris que Jeremy Lamb d'ailleurs, peut-être a posteriori. Ouais, mais Marcus Morris, tu l'aurais mis en 4, tu sais, ouais. Bon, après, Marcus Morris, mais bon, c'était un bon, enfin c'est toujours un bon joueur Marcus Morris, mais il y avait Hashim Thabit qui était déjà tradé, qui était déjà à Houston. Il y avait Louis Scola, mais ouais, il y a Chandler Parsons, un des meilleurs contrats de l'histoire de la NBA. Je vois que t'avais Dragic l'année, Scola. Ouais, Johnny Flynn. Johnny Flynn. Le meneur qui a été drafté avant Steph Curry, Johnny Flynn.
ouais, c'est quand même le plus évident, c'était quand même effectivement Martin, quoi. Ah bien sûr. Peut-être un peu Dragic. Parce que Dragic... Non, même pas, parce que Dragic, ouais, il fait des petites saisons, mais... Ouais, il met une dizaine de points, mais là Martin, Ah il non, mais il sort est d'une free saison agent à même. 10, Je crois il qu'il est sort même d'une free saison agent, à 17 Dragic. points, ouais, donc tu vois, ouais, ou Courtney éventuellement. Bon. Ouais, Cornelia en 2012, c'était pas... En plus, il doit être free agent aussi parce qu'il signe à Boston la Ouais, saison ouais, d'après. donc oui, en plus, ouais, donc Non, ouais. faut regarder l'effectif 2012-2013, quoi, globalement, mais y a rien, quoi. Et je me rappelle, il y a Ou, Jeremy Lin qui signe, ou mais... alors fallait prendre Patrick Beverley Ouais, mais pour éviter qu'il blesse Westbrook, quoi, tu vois. Ouais, mais Patrick Beverley, Et en plus, il attends, arrive parce qu'il est non de, drafté en plus. il arrive de, il était outre-Atlantique, Il il était était en Grèce, outre-Atlantique. non, Non, je dis Patrick n'importe Beverley? quoi, il était, j'allais dire en Australie ou quelque chose comme ça. Non, il a joué en Il est en Grèce aussi, il a Russie. joué en Il Russie. vient de Russie, Patrick Beverley, et l'année précédente, il joue en Grèce. Donc ouais, mais Et je me rappelle, pour avoir vu l'article du Woj, les Rockets font ça dans le but d'attirer Dwight Howard, qui est free agent l'an prochain. Et ils l'ont vraiment signé. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, encore une fois, avec Dwight Howard. Mais voilà, c'était un raisonnement, ça a été une stratégie qui a été très bien menée par Daryl Morey. Et voilà, bon, après c'est quand même bizarre que Daryl Morey fasse venir un gars comme Dwight Howard quand tu vois ce qu'il a fait les années d'après. C'est quand même, Daryl Morey il est passé de Dwight Howard à Robert Covington au poste 5. Mais Bah, c'est encore une fois, tu vois que c'était un autre temps. Fallait quand même ton grand au milieu pour jouer tes pick and roll et poser tes écrans avec Harden. Et c'était une autre chose, hein. c'est C'était, ça. non, ouais. Et peut-être là, on a fait un petit peu sur le trade sur le moment. Est-ce qu'il nous paraissait bon? Maintenant, avec notre vision à nous et l'évolution des joueurs, est-ce que ton avis est pareil? Ah bah Tu non. vois, moi, je vois quand même, oui, voilà, je vois quand même ce cap très mal anticipé parce que maintenant on a cette vision-là où le cap a énormément augmenté. On aurait pu se permettre au final de payer James Harden. Quand on voit ce qu'est devenu James Harden, forcément, bon, bah voilà, c'est problématique ce trade-là. Et en plus, bon, à part Steven Adams qui s'est vraiment inscrit dans OKC, tu l'as bien dit, Martin est pas resté longtemps, Lamb ça a jamais confirmé, Mitch McGary pour le coup erreur draft, Brines ça a été compliqué. Ouais, a posteriori il devient, et c'est ce qui est souvent reproché, il devient compliqué ce trade-là. Bah oui, il devient un peu one-sided, hein, globalement. C'est vraiment c'est l'affiche dans Space Jam dans le premier quand il y a le score qui augmente tellement qu'à la fin ils mettent kind of one-sided. Là effectivement ça tourne que dans un sens, hein, mais avec le recul c'est toujours facile d'avoir raison, notamment pour les drafts. Pour cette histoire de cap, ouais c'est disons on s'est fait avoir deux fois par les évolutions salariales, quoi. C'est que tu te fais avoir là pour Harden et tu te fais avoir quelques années plus tard pour KD parce que t'as le cap qui explose d'un coup et que les Warriors se retrouvent avec un spot au max, ce qui un an plus tôt n'aurait jamais été possible. Ce qui du coup a peut-être, ce qui du coup sur la stratégie de Presti actuelle, quand il dit 2023 on va être prêt, on va faire gaffe au cap et tout, etc. et on va avoir du salary cap, bah ça a peut-être aussi dû à ces choses-là, quoi. Tu vois? C'est en fait le problème, c'est qu'on va encore se faire avoir par le cap. C'est que le nouveau contrat, enfin les nouveaux droits télé et le CBA, enfin le salary cap qui va exploser, il est prévu pour 2025. Problème, c'est que 2025, c'est l'année où tu vas devoir prolonger Josh Giddey et Treman. Si tu les avais draftés un an plus tôt, t'aurais vraiment été bien. Mais là, du coup, tu vas te retrouver à devoir les payer au tarif Au prix maximum. fort, ouais. Voilà, donc encore, à moins que tu les prolonges fin de troisième année, c'est-à-dire fin de l'an prochain, t'as peut-être moyen de gratter sur ça. Mais sinon, tu vas te retrouver à les payer au prix fort. Chet, n'en parlons pas si Chet devient ce qu'il est. Mais enfin, devient ce qu'on pense qu'il est. Mais ouais, sinon, bref, avec le recul, bien sûr, t'as un des 30 meilleurs joueurs all-time et tu récupères Kevin Martin et Steven Adams. C'est un peu Est-ce qu'il one-sided. devient, est-ce qu'il devient un 30 meilleur joueur all-time s'il reste au OKC? Ah bah non, non, ça c'est C'est ça, sûr. c'est ça le what if qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que moi, alors, je suis complètement d'accord avec toi. Dans une ligue où maintenant c'est talent avant tout, poste après, enfin voilà. Là, je pense qu'actuellement, la situation arrive maintenant, le trade se fait jamais. Tu le payes, voilà, terminé.
Euh, à l'époque, effectivement, on l'a bien dit depuis le début, c'était différent. Maintenant, tu l'as bien dit, c'est facile d'avoir juste a posteriori, et c'est encore une fois des questions d'anticipation. Moi, ce que j'ai quand même l'impression, c'est que si Harden reste, lui surtout ne devient pas ce qu'il est devenu. Voilà. Russ et KD le deviennent un petit peu moins. Même eux l'ont avoué, ils l'ont dit, on serait pas devenus tous les trois MVP si les trois étaient restés ensemble, je Bah non, pense. déjà si Russ et KD étaient Concrètement, restés ensemble, déjà ils auraient pas été MVP tous les deux. Donc, tous les deux, ouais, il y aurait que KD déjà. Mais même d'ailleurs l'année où l'année où KD MVP, c'est que Russ manque des matchs Russ aussi. est blessé, oui. Donc voilà, tous les trois seraient pas devenus MVP. Il n'y aurait pas eu peut-être cette dimension petit à petit qui aurait augmenté dans le jeu, dans le classement all-time, même j'ai envie de dire pour les trois, hein, parce que les trois seront très hauts dans un classement all-time. Voilà, c'est juste que tu passes à côté d'un joueur au talent, comme tu l'as dit, historique. Un joueur qui va révolutionner le jeu un petit peu même beaucoup quelques années ensuite. Enfin voilà, il y a plein de choses liées à Harden. Est-ce qu'il aurait fait OKC? Non. Mais tu devais par le talent juste dire ok, je suis obligé de faire l'effort. On va payer, c'est pas grave, mais au moins on se verrouille sur plusieurs années avec ces joueurs-là et on verra à la fin des contrats suivants. Donc en gros en 2016-2017, on aurait fait le deuxième tri entre les trois, à voir ce qu'on faisait quoi. Bah, en fait, il y a plusieurs choses. C'est déjà, première chose, c'est euh, ça, c'est ce qui a un peu relancé le débat là, avec toute l'affaire au niveau de Golden State. On en pense ce qu'on veut, ce qu'on en pense ce qu'on en veut. Moi, je dis bravo à Golden State pour aller au maximum de leurs idées. S'il y a des gens à qui blâmer pour le fait que la Luxury Tax ne ressemble plus à rien, c'est pas les Warriors qui jouent le jeu, c'est la NBA qu'il faut blâmer. Comme c'était pas les Warriors qu'il fallait blâmer pour avoir signé Kevin Durant en 2016, c'était la NBA avec ses modifications de salary cap, etc., etc. Les Warriors jouent toujours bien le coup, c'est jamais eux qu'il faut blâmer, mais ça pose une question, c'est jusqu'où t'es prêt à te donner les moyens d'être une équipe qui joue le titre financièrement? Mm. Et le Thunder a cru que tu pouvais remporter un titre tout en étant un peu à petit main sur le paycheck, sur ton salary cap. On n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche de se dire bah non, en fait on est allé en finale cette année, et bah ça va nous coûter quelques millions de dollars de plus, mais on va s'assurer de rester une équipe qui joue le titre et de conserver nos meilleurs éléments pour nous donner le maximum de chances d'aller au bout. Deuxième chose, on parle souvent du trade d'Arden, mais pour moi, en fait, quand tu regardes les trois joueurs, même s'il avait prolongé, c'était inévitable que le trio se sépare, en fait. Pour moi, si Harden avait été prolongé en 2012, ce serait arrivé, je sais pas quand, en 2014 ou en 2015, mais tu ne pouvais légitimement pas poursuivre avec ces trois-là ensemble. Je pense que même pour une question d'ego, etc., je vois mal comment les trois auraient pu cohabiter ensemble quelques années de plus. Alors peut-être qu'après, s'ils avaient remporté des titres ensemble, ça aurait peut-être aidé pour les garder. Mais je pense que la scission était inévitable en fait à un moment ou à un autre. Parce que les trois étaient trop talentueux en fait. T'as des joueurs à trop grande influence ensemble, là, tu vois. Et tu vois, même, je pense pour moi, c'est même pas une question de titre, parce qu'ils auraient gagné un ou deux titres ensemble, ils auraient pu se dire, bon, on a fait le taf, maintenant on prend chacun notre équipe et on voit ce qui se passe. Ils auraient pas réussi à gagner de titre, il y aurait eu des blessures, des trucs. Au final, ça aurait pu péter parce que ça marche pas, tu vois. Pour moi, je suis assez d'accord avec toi, il n'y a pas de scénario où les trois restaient 10 ans ensemble, quoi. C'est pas possible. Et pour revenir avec toi, ouais, contrairement aux Warriors actuellement qui exploitent au maximum Curry et le groupe, voilà, et qui le fait avec réussite, hein, parce que les titres sont là, OKC a été frileux à ce moment-là, et il a été beaucoup moins par la suite à chercher justement à payer coûte que coûte C'est pour ça le rester problème. compétitif. Donc il y a eu un moment un changement de stratégie où ah ouais bah en fait on a goûté au plus haut, on voit que ça commence d'être dur à se maintenir, on n'a pas eu le titre avec notre stratégie qui était de on garde quand même de la stabilité mais on pense que ça va suffire avec Russ et KD, avec quelques role-players et avec Serge ça va suffire. Au final non, du coup on redevient agressif pour essayer de compléter cette équipe autour de Russ quand KD part et on repaye, enfin on s'est fait prendre à notre propre jeu, je pense, en fait. Au début, on voulait pas payer, et en fait, pour rester là où on était, on a été forcé de payer bien plus cher, et des joueurs
Bon, moins bon, non, parce que Paul George était très fort. Non, mais Steven Adams. Mais Le Steven contrat qui a Adams, été par donné à exemple, oui. Steven Adams à l'intersaison Ouais. 2016, ou Enes Kanter, quoi. Ouais, des gros contrats comme ça, voilà. Et voilà, bah aussi à chercher des trades, etc. pour rester compétitif absolument. Alors que ta fenêtre était peut-être plus tôt et t'aurais eu moins de difficultés à rester en haut avec Harden dans ton effectif, quoi. Ouais, et puis t'aurais pu faire. Bah, ça, oui, c'est vraiment le what goes around comes around, quoi. T'as voulu éviter la luxury tax pour au final être l'un des plus gros payeurs de l'époque. Mais finalement, tu vois, je me rappelle très bien, c'est l'intersaison 2018-2019. On se fait sortir contre Utah au premier tour et on est en mode, ok, si il va payer une luxury tax absolument monstrueuse qu'on arrive à réduire avec le trade de Melo. Il y a le cut de Kai Zingler, légendaire, Kai Zingler. Mais je me dis, putain, face aux Warriors d'aujourd'hui, on est petits joueurs en termes de luxury tax payés. Hein. Ouais, il y a un truc que tu peux regretter aussi, c'est que tu récupères 2 firsts. T'avais peut-être moyen d'upgrader l'effectif avec ces 2 firsts à ce Bah, tu le fais moment-là. avec Steven Adams. Alors après, est-ce que tu dois trader les 2 firsts pour faire autre chose? Bah, c'est ce que je me dis en vrai, parce que Steven Adams, même si tu draftes, en vrai, Steven Adams, tu sais que c'est pas lui qui va te faire basculer ton effectif pour le Non, titre. Hein. non. Après surtout celui de McGarry qui fait trop mal, quoi. Il fait vraiment Ouais, mal, mais celui-là. c'est un pick 21, Mitch McGarry. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Ouais, ouais, mais du coup, si tu vas chercher un autre gros joueur, tu vas forcément aussi augmenter peut-être ton cap. Enfin, il y a forcément ça à prendre en Non, compte. parce que Enfin, t'étais au-dessus du cap, donc fallait faire un salaire égal. donc tu retrades. Donc en gros, est-ce que tu pars plutôt sur un truc, bah, on met PR, qu'on met peut-être Collison qui avait un petit peu de sous à ce moment-là, les pics et on va chercher un autre grand ou un autre chose comme Tu ça? mets le gros perk, tu mets les 8 millions du gros perk, t'attaches les 2 pics et tu vas me chercher, je sais pas qui. Je sais pas qui était disponible en 2012 en pivot, Non, là je peux mais pas te dire non plus là. je sais pas, Tyson Chandler, il est où en 2012? Il est au Ouais, Knicks, je crois. le fameux Tyson. Bah, il y est juste après ou juste avant, en tout cas, ouais, avec Melo et Stoudemire et tout, ouais. Il est en 2012-2013, il est même All-Star avec les Knicks. C'est l'année où il doit être Depoy, je pense. Non, c'est l'année d'avant où il est Depoy. Non, il Euh, est pas Depoy Onyx, ouais, je pense Si, pas. si, il est Depoy Onyx. C'est en fait Ah ouais? 2010-2011, il est champion avec Dallas. Et en fait, Mark Cuban pète un plomb, il se dit on va complètement chambouler l'effectif dans le but de récupérer Dwight Howard 2 ans après. C'était l'un des objectifs assumés. Et du coup, Tyson Chandler est tradé aux Knicks, si je dis pas de bêtises, et il est défenseur de l'année la première année, et deuxième année, il est All-Star. Mais tu vois, je sais pas s'il était disponible, parce que ça aurait été un tarif élevé, mais va me Je récupérer regarde un peu Tyson qui a Chandler, été quoi. tradé au cours de la saison. Bon, t'as un Marcus Camby. Défenseur de l'année, Marcus Camby aussi. Oui, Hein. oui, mais là, je pense qu'il commence d'être vieux à cette époque-là parce qu'il Bah, va au Knicks et j'en ai pas de. Marcus Camby est défenseur de l'année en 2007, si je dis pas de bêtises. Bah, t'as un Andrew Bynum, hein, Qui était aux Lakers. qui était aux Lakers et qui a ensuite envoyé aux Sixers pour. Ouais, tu vois. Ouais, non, après, ouais, Andrew Bynum, je crois que ouais, c'est ça, cette saison-là, il joue pas de la saison quand Après, même. Hein. après c'est Andrew Bynum, oui, non, oui, je le tente pas, hein, Mais c'est pas un bon choix à ce moment-là. la saison d'avant, il est All-Star, Andrew Ah Bynum. oui, la saison d'avant, il était super fort, c'est pour ça que. 19-12, hein. Non, je sais plus, contexte, je sais plus, là, à cette époque-là, je t'avoue, je regardais un peu, mais j'étais pas comme maintenant, je suis incapable de te dire. D'ailleurs, Carmelo sort d'une saison où il est le meilleur scoreur de la ligue, hein, juste pour dire, Ouais, justement, par mais rapport au trade qu'on disait tout à l'heure. meilleur scoreur de la ligue à 28 points. C'est Ouais, l'une et des pointes Ibaka les plus basses. Hein. sera meilleur contreur de la ligue à 3 contre ensuite. Enfin, là, je suis sur la page Wikipédia, donc Oui, c'est pour ça que oui, non, mais j'ai ça. mais voilà, je pense que, tu vois, même Andrew Bynum à la place du gros peur que moi je prends, hein. Franchement. Hein. Ouais, s'il Après joue et les, qu'il se plaint et que mentalement il s'y plie, ouais, j'y prends aussi. Hein. après les Lakers, à cette époque-là, ils étaient bon, 2012-2013, ils ont été contenders à peu près 2 matchs. Mais ouais, c'était Andrew Bynum, moi j'aurais pris, mais bon, il a dû se faire les ligaments croisés ou je ne sais plus ce que c'est, mais bref. Je pense que Presti a réfléchi. Hein. Si nous, tu vois, on sait pas tout ce qu'il y a eu comme négociation et comme chose Ah derrière. bah Hein. Je pense que bien voilà. sûr, mais bon, tu vois, encore une fois, on en revient à ce problème de timing, c'est que si le trade avait été fait plus tôt, peut-être que t'aurais eu plus de moyens de retomber sur tes pattes, quoi, et que là, bah t'arrivais, la saison débutait, donc forcément, quand la saison débute, t'as moins de joueurs disponibles durant l'intersaison. Ouais. Constant, pour finir, bon, la question à 10 000 euros.
est-ce que si James Harden avait accepté ses 52 ou 54 millions, OKC aurait eu un titre est-ce qu'on aurait un titre actuellement, simplement? Bah, tu peux étendre le problème à plus que ça, c'est que tu te dis en fait, si le trade Harden il est autant remémoré tous les ans, etc., c'est déjà parce que globalement, Sam Presti a drafté 3 MVP 3 années de suite. Ça, c'est une performance. Franchement, pour la répéter dans l'histoire, bonne chance. Hein. Impossible. Voilà, Impossible. 3 MVP 3 années de suite, dont 2 dans ta franchise. Euh, t- bah, 3 joueurs top 35 NBA all-time, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Sachant qu'Arden n'est même pas le meilleur joueur de sa QV, hein, quand même. Faut le dire. Hein. C'est Curry, hein, le meilleur joueur de sa QV. Mais il y a Blake aussi, je crois, qui traîne par là. Mais en fait, pourquoi le trade d'Arden est autant mentionné, c'est parce qu'OKC n'a pas gagné de titre. En fait, si OKC avait remporté un titre, sous Russ et KD, tout le monde aurait dit, bon, ils ont trade Harden, mais au moins ils ont gagné une bague. Que là, tu n'as pas gagné de bague. C'est bien ça le problème. T'as raison. Ouais, t'as Et complètement raison. c'est pour ça qu'il est autant remémoré. C'est que, mais je vais même aller plus loin, c'est que OKC n'est jamais retourné là où ils étaient avec James Harden. Après, c'est même pas regagner une bague, c'est OKC n'est juste jamais retourné en finale, quoi. Et bon, t'as la saison 2012-2013 où t'as Patrick Beverley qui fait un reach-in sur le ménisque de Russell Westbrook. Voilà, on en a parlé quand on a fait le podcast sur la dynastie manquée. Tu peux te demander qu'est-ce qu'aurait valu cette équipe, est-ce qu'elle serait retournée en finale, etc., etc. Mais ouais, après, il faut voir encore une fois, c'est très difficile d'être dans l'expectative. C'est que moi, je me dis, t'as des joueurs comme ça, comment tu peux pas être champion NBA, quoi. Mais après, le 8 2012-2013, c'est très sérieux. Les Spurs 2013-2014, c'est sérieux aussi. Après, t'as les Warriors qui commencent à arriver. Très difficile. Je pense que malgré tout, tu fais garder ce groupe 3-4 ans ensemble, allez, 2-3 ans. Oui, tu arrives bien à en gratter une parce que t'as trop de talent. Enfin, après, tout dépend quand même de l'effectif que t'as derrière. Mais je crois que Reggie Jackson, ça n'a aucun rapport avec le trade d'Arden et qu'il arrive quand même. Donc voilà, je pense que t'aurais pu gagner une bague. Typiquement, t'aurais pu gagner une bague, t'aurais pu en gratter une comme ça. Mais malheureusement, on ne le saura jamais. Ouais, c'est ça, il est drafté. Reggie Jackson, il est drafté en 2011, donc Ouais, il est déjà là, en fait. Ouais. il est déjà là. Donc ouais, t'aurais pu avoir t'aurais pu mettre, je sais pas, Harden titulaire et quand même avoir Reggie Jackson en sortie de banc, quoi. Ça se trouve, Reggie Jackson a eu un impact dans le trade de James Harden. En mode, on aime bien Reggie. T'imagines? Bah, il doit pas jouer beaucoup sa saison Non, non, rookie, je pense pas. Reggie. J'exagère, Ah, hein, il mais joue imagine. 45 matchs quand même sa saison rookie, mais Imagine, tu vois, après qu'on se dit, ah, mais on a Reggie, peut-être qu'il pourra faire des bons trucs. Bon. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'avec ce groupe-là, ce qu'on a un peu dit avant, t'as une fenêtre de 3 ans pour moi, avant que ça pète. Parce que les mecs, au bout d'un moment, auraient voulu leur équipe. Hein. Parce que t'as quand même des mecs, c'est pas les plus simples, les trois, mentalement, à gérer. Faut le dire, hein. En termes d'équipe, de ce qu'ils veulent, de comment faut les disons faire qu'ils jouer. ont Hein. ils ont un bon petit ego les trois. Hein. Parce Ouais, que ouais, que ce soit c'est... KD, Harden, même Ross, là on voit avec je me suis blessé Non, mais parce bien que je sûr. sortais du banc, gna gna gna. Les trois, bah après c'est le propre de tous les grands sportifs, hein. Mais disons que t'en aurais eu un des trois qui aurait eu le même ego que Tim Duncan, ça se serait peut-être mieux passé déjà. C'est vrai, c'est complètement vrai. Non, mais oui, déjà, les trois à gérer, effectivement, ça serait devenu compliqué. T'as toujours cette question de comment aurait joué l'effectif avec les trois ensemble. Bon, tu peux te Bien. dire qu'ils auraient trouvé des solutions. Je pense que, bon, voilà, offensivement, t'aurais pas trop eu de problème. Je Non, pense ça aurait honnêtement, hein. été, je pense, hein. Ça, Franchement. ça serait allé, hein. Ouais, je pense qu'au moins tu retournes en finale, quoi. Enfin, c'est. T'as ces trois-là. Je pense que t'as du potentiel défensif, même ces trois-là, parce qu'Arden, Harden, il il se défend au bougeait à début de sa l'époque, hein. carrière. Au début de sa carrière, il était moins gros, il défendait. Hein. Ouais, je pense que. Est-ce que tu gagnes un titre? C'est toujours dur à savoir, mais je pense que tu t'es en meilleure position que ce que tu as été sans Harden. Je pense que c'est ça la conclusion. Hein. Et tu l'as très bien dit, au final, sans lui, on n'est jamais retourné au bout en finale. Est-ce qu'avec lui, on aurait pu le faire plus? Je pense oui, en tout cas. Après, il aurait fallu ouais, un coach derrière qui arrive à gérer ça. Sur Scott Brooks était le bon choix à ce moment-là aussi pour la suite. Il y avait d'autres choses à faire, effectivement.
Parce que là, t'as tes 3 plus ton 4 avec Ibaka. Après, derrière, faut réussir à trouver quelques joueurs, quoi. T'as Reggie Jackson, t'as Nico Lisson, mais ça joue de moins en moins. T'as Perkins qui devient de plus en plus cramé. Là, du coup, t'enlèves du Adams. Cantor, tu vas pas recruter parce que cher. Tu vois, tous les role-players qui ont aidé après, par la suite, tu ne les aurais pas eu. Donc, il aurait fallu peut-être trouver des vétérans qui auraient été intéressés pour le coup de jouer avec cette équipe-là, je Ouais, pense. mais après je veux bien, mais tu te retrouves quand même avec potentiellement 4 ou 5 saisons où ton starting five c'est Russ, KD, Harden, Ibaka et un plot. Donc Tu mets n'importe qui, ouais, franchement, tu peux mettre n'importe tu qui. mets n'importe C'est... qui, hein, franchement. Donc, Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, encore une fois, c'est à imaginer aussi avec la progression qu'aurait Harden, avec et Russ et KD, Ibaka aussi. Enfin, voilà, c'est en projetant aussi ça. Je pense que tous auraient eu un rôle moins important, mais tous auraient bien fonctionné. Hein. Non. Non, non, globalement, si on devait conclure là-dessus, Constant, avant de finir nous le podcast, c'est quoi ta pensée finale, un peu là-dessus? C'est quoi ton sentiment maintenant qu'on en a bien discuté, qu'on a remis les choses à plat? c'est un raté globalement, hein. C'est un raté. Tu peux pas dire le contraire. C'est pas en fait, c'est un raté en 2022, mais c'était déjà un raté en 2012, mais c'était pas non plus un fiasco entre guillemets comme là ça peut l'être. Voilà, tous les ans, il y a Bleacher Report qui vient faire son petit tweet. Là en plus, ça va être les 10 ans, donc je vous raconte même pas comment on va avoir des articles Ouais, préparez-vous cette semaine là quand vous allez écouter l'épisode, préparez-vous. Ouais. il va y avoir des articles sur les 10 ans du trade d'Arden, etc., etc. Moi, ce qui ouais, c'est vraiment ce que je trouve terrible, c'est que tu le perds parce que tu rechignes sur quelques millions de luxury tax, alors que des années après, t'as pas hésité à y aller full repeater tax, full je paye cher les mecs, etc., etc. Mais bon, c'est dur parce que je pense sincèrement que si Harden était resté, t'aurais eu une bague quand même, t'aurais eu une bague à un moment ou à un autre. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon c'est fait, tu peux pas revenir sur le passé, mais je pense que même les trois, KD était déjà à un autre niveau, KD avait déjà fait des grosses finales, KD ça faisait 3 années de suite, je crois qu'il était deuxième du MVP, où il a été minimum 2 fois 2010 et 2012, il est deuxième sûr, 2011 c'est peut-être moins sûr, il doit être top 4, quelque chose dans le genre, mais Russ aurait peut-être pas pris l'ampleur qu'il a pris si Harden était resté là. Harden, c'est sûr qu'il aurait pas pris l'ampleur qu'il a pris s'il était resté à OKC. Et je pense que malgré tout, même les trois, les rares fois où ils se réunissent, c'est-à-dire jamais, je pense que quand ils auront tous pris leur retraite et que leur ego aura un petit peu dégonflé et qu'il y aura forcément, ESPN va forcément faire des documentaires Le 30 for... le Surly for Surly là, ouais. sur OKC, Ah bah c'est celui-là, sûr que ça bien va sûr. arriver. Il y en a eu un sur chaque et Penny du Magic, donc globalement il y en aura un sur Russ et Harden. Je pense que les trois se diront ouais, on a peut-être loupé quelque chose. Et je pense que c'est globalement ce que se dit la fanbase, quoi. Si Russ et Harden finissent sans titre, ce qui est quand même probable, de plus en plus probable, plus les années passent, on va le dire, surtout pour Russ, Même ils pour vont, Harden, ouais, hein. oui, même pour Harden, mais ils vont quand même le regretter effectivement. Je suis d'accord avec toi. Sur le moment 2012, c'est un raté, j'ai envie de dire explicable, mais un raté. Et a posteriori, c'est un raté qui fait mal, en fait, j'ai envie de dire, et qui aurait pu faire encore plus mal si Harden avait gagné un titre à Houston. Ce dont il n'est pas si loin que ça, 1 ou 2 saisons. Hein. 2018, ouais. Si Harden gagne un titre à Houston, KD a pris ses titres à Golden State, voilà, je pense que c'est chaud. Là, je pense que pour le coup, ça serait encore pire, là, les tweets, les articles et tout, là, ça ferait encore plus, c'était le mauvais choix de garder Russ, c'était nanani nanana. C'est ça, Là, ça serait encore plus dur. c'est ce que j'allais dire, c'est que pour beaucoup de gens, t'as gardé le moins bon des trois. Ouais, mais c'est aussi le seul qui voulait rester plus ou moins. Bien sûr, bien Enfin, sûr, bien sûr. KD, on voulait le garder. Jusque-là, il a pas voulu rester au moment où il est free agent. Harden, tu as mis le contrat, bon, t'as été frileux, mais tu l'as mis le contrat sur la table, t'étais pas contre le garder. Voilà, Russ, t'as aligné les sous. C'est lui où ça a le mieux tombé, parce qu'après, il a eu son super max, parce que KD part, voilà, c'est le mieux tombé aussi. Hein. Mais,
Et en 2012, tu prends Russ avant Harden, hein, je suis désolé, hein, le choix à ce moment-là, il est presque évident. Bah, bien sûr, en 2012, Ross c'est All-Star. Harden, bon, Harden 6e homme de l'année. Bon, c'est un 6e homme plus quand même, hein, faut pas... Ouais, c'est un sacré 6e homme. C'est pas Jordan Clarkson, hein, globalement, hein, donc... Ouais, c'est pas Tyler Hero non plus. Tiens, pour les gens, si vous pensez que Tyler Hero est un 6e homme de luxe, multipliez ça par 10, vous avez James Harden 2012 globalement. Harden, c'était très solide. Hein. Mais ouais, t'as vraiment, je pense que... Bon, KD a eu ses bagues à Golden State, il a été MVP des finales, voilà, il est content, il a ses petites bagouses. Mais je pense que Harden et Ross, s'ils finissent effectivement sans bague, ils doivent se dire... Surtout Harden. Bon, Ross, ça doit quand même le faire chier de pas avoir de bague, hein, parce que faut quand même pas déconner, mais je pense que Harden, pour lui, la bague, c'est important. C'est d'ailleurs pour ça qu'il demande son trade à peu près tous les 6 mois dans une franchise contender. Ouais, je pense que les deux se diront, on avait un truc, quoi, et finalement, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et la réunion de 2020 à Houston, je 2019, pense, va dans ce sens-là. 2019, ouais. Va un peu dans ce sens-là où les deux doivent se dire, je pense que tous les deux, on peut réussir à aller chercher une bague. Bon, ça n'a pas bien marché. Complètement, mais complètement. mais ça va dans ce sens-là. Ross, pourquoi il veut aller à Houston? C'est pas pour jouer avec Clint Capella, hein. C'est pour jouer avec Harden, hein. Donc globalement, ouais, c'est ça. Hein. C'est les deux ont essayé de... Même Harden, il a essayé avec KD aux Nets, quand il a vu que ça n'a pas marché, il passe pas loin non plus en soi. S'il n'y avait pas eu toutes ces blessures, Kyrie, si KD faisait pas du 52... peut-être qu'ils auraient été champions NBA, mais mais comme si Chris Paul se fait pas les adducteurs en 2018, peut-être qu'ils tapent les Warriors et que s'ils mettent un foutu tir quand ils auront 27, ouais, un seul. S'ils en mettent un, ce serait déjà pas mal. Mais voilà, c'est finalement, on parle souvent de Ross, mais tu regardes la carrière d'Harden. Harden, il y a plusieurs occasions, il passe vraiment pas loin de remporter la bague et en fait il retourne jamais en finale, quoi. Non, je suis d'accord, il y a des what if juste Harden qui sont assez incroyables. C'est incroyable. Bon, Constant, c'était très intéressant de discuter de ça avec toi. J'invite tout le monde à laisser son avis, un petit peu à débriefer ça avec nous dans les commentaires, c'est toujours cool d'en parler avec vous. Là, c'est un sujet, je pense que il y aura peut-être des avis un peu différents, il y aura peut-être des avis un peu plus durs que nous, même si je pense que globalement tout le monde pense que c'est un raté a posteriori, c'est un petit peu évident. On se retrouve dès la semaine prochaine, cette fois, pour parler du début de saison d'OKC. On espère qu'il y aura eu la première victoire de la saison à ce moment-là. En attendant, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, Instagram, Twitter. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles sur les plateformes qui le permettent. Et bonne nuit NBA à tous. Là, ça y est, ça a repris plein pot, donc profitez bien des matchs, regardez un petit peu tout le monde. Par contre, il y a des équipes excitantes à voir jouer, autres. Les Lakers. Et ouais. Et voilà, on se dit à bientôt, salut. Salut.